Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Dans sa pièce « Os, la montagne blanche », Steve Gagnon écrit « Peut-être qu'il n'y avait pas de musique, mais toute la nuit sur le bruit des grillons, nous avons dansé. » Vous écoutez Signal Nocturne. Une autre saison de Signal Nocturne est derrière nous. Durant de longs mois d'automne et d'hiver, on a reçu la visite d'artistes en littérature, en cinéma, en musique, en théâtre. Des gens qui sont venus mettre de la vie et de la poésie dans notre phare. Ce soir, on vous propose un extra à la saison régulière. François et moi mettons le cap sur le Vieux-Montréal et débarquons au Centre Phi et à la Fondation Phi pour l'art contemporain, deux importants lieux de la culture actuelle au Québec. On passe 2 nuits ici, dans cet environnement vivant et novateur. Pour cette première nuit, on va se laisser guider par une figure majeure de la création québécoise, une femme que j'admire pour sa liberté de création, la rigueur de sa pratique et l'intelligence de ses productions, Brigitte Poupart. Brigitte est une artiste pluridisciplinaire au sens propre. Comédienne, metteur en scène, directrice artistique, dramaturge, réalisatrice de documentaires. Elle touche à la danse, au cirque, au cinéma, au théâtre, à la performance et plus encore. Ce soir, c'est l'œuvre sonore immersive Ciel à outrance qui fera l'objet de notre discussion. Le projet est présenté au public de février à mai 2022 au Centre Phi. Brigitte Poupart a fait appel aux voix de Rufus Wainwright, Micheline Langto, Phoebe Greenberg, Betty Bonifaci et Dany Laferrière. Vous aurez la chance d'entendre ce dernier dans l'épisode. Ciel à outrance est d'abord un recueil de poésie publié en 2013 par Madeleine Monette, une écrivaine montréalaise qui habite à New York. Brigitte Poupart nous raconte comment elle s'est intéressée à cette œuvre au même moment où elle faisait beaucoup de recherches sonores en créant son spectacle Glengarry Glen Ross. Auparavant, j'avais passé 6 mois à New York en 2016 et je suis tombée sur le recueil de poèmes Ciel à outrance de Madeleine Monette. Et je suis tombée en amour avec le recueil parce que ces poèmes-là ont été écrits dans la foulée des attentats du 11 septembre, mais nulle part on nomme de façon frontale le 11 septembre. Et la beauté de la poésie mis en contraste avec l'horreur de la situation était vraiment un terreau fertile pour créer quelque chose. Et d'instinct, je ne sais pas pourquoi, il m'est venu l'idée d'un parcours sonore plutôt que quelque chose de visuel. Et je trouvais qu'on avait on avait été tellement bombardés d'images suite aux attentats, toujours les mêmes images récurrentes aussi, que j'avais pas envie d'aller là. Fait que j'avais envie de voir comment un parcours sonore peut aller réveiller la mémoire, l'imaginaire de chacun, selon ce que chacun a vécu dans le plus intime, tu sais. Et ces poèmes-là, ceux que j'ai choisis, du moins, parce qu'il y en a 12, j'en ai choisi 5, parlent de 4 personnages, entre autres, qui vivent les attentats en périphérie, donc un peu plus loin, un peu comme nous. Donc, on peut très bien se projeter dans ces personnages-là. Entre autres, une femme qui doit aller accoucher ce matin-là, une autre dame qui doit aller enterrer son mari qui se demande ce que vaut son deuil, un homme qui est en peine d'amour complet et tout d'un coup, il relativise tout, puis il veut juste que son ex-amoureuse soit en vie. Et une écrivaine qui décide de sortir de chez elle et de marcher jusqu'à Ground Zero et d'écrire sur ce qu'elle voit. Donc, je trouvais qu'on pouvait s'identifier à ces personnages-là. Donc, j'ai créé cette scénographie-là qui représente plus ou moins qu'une des 2 tours. C'est un immense rectangle délimité par des fausses poutres d'acier dans lequel, à l'intérieur desquelles, il y a de la poussière de roche et des débris et des objets
Donc, qui font référence, par exemple, à l'appartement de la vieille ou à l'hôpital ou l'appartement de l'homme tatoué qui est en deuil amoureux ou de l'autre, l'appartement à Soho. Donc, on marche dans ces ruines-là pour découvrir le parcours de ce personnage-là et on peut recréer les murs, on peut recréer l'espace avant qu'il soit démoli. Et c'est aussi représenter aussi ce que ça voulait dire après la chute des 2 tours, Manhattan était recouvert de poussière et de papier parce que à cette époque-là, on n'est pas à l'ère numérique non plus, c'était des nuages de papier dans le ciel. On vous présente une première lecture enregistrée par Brigitte Poupard pour l'œuvre Ciel à outrance. Le texte s'intitule Élan vital. C'est interprété par Dany Laferrière. Antonin Vyss en a fait une conception sonore et musicale expressément pour Signal Nocturne. Il se lève, dit à la fenêtre fermée, « Je ne tiens plus en place. J'en ai assez de la télé, de son attentat en boucle, avec ces petites images de ce qui se passe tout près, vers rue plus bas. Sortons. Dehors, l'air est mauvais, mais ici aussi. Rien ne peut être pire. Tu veux descendre avec moi, marcher jusque-là? Mes bras, mes jambes m'encombrent. Sortons, je ne supporte plus de ne rien faire. Je pense aux cendres fumantes. Nous sommes de ceux-là. » Il marche dans une nuit de couvre-feu qui resserre les yeux, la gorge, un brouillard de bombardement où de rares piétons émus osent s'aventurer, tous dans la même direction, sans barrière à franchir. La ville qui a basculé prêtera toujours le flanc, se disent-ils, surpris de croiser des camions ouverts, bondés de pompiers, debout comme des déportés, blancs de ciment, regard lent d'hommes au plus bas et corps harassés. Pas un ciment face au renfort venu de loin, à peine une sympathie blême, avortée pour ces escouades fraîches, prêtes à respirer à leur tour une mort précoce, les déchets de la terreur. Fidélité de lendemain, elle foule la neige étrange des gratte-ciel, tout est sale, feutré, le long du fleuve. Mi-aveuglée, elle suit le torrent des premiers sauve qui peut, dans ce boulevard qui réinvente les porteuses d'eau. Supporteurs acclamant au passage les sauveteurs avides, ces captifs des décombres qui perdent leur peine à fouiller, à remuer des grottes, des cathédrales de gravats, vont et viennent user jusqu'à la corde, sans baisser les bras, à l'affût d'ombre de voix, de plaintes englouties. Elle clôt à fuite effrénée des rescapés, talonne les silhouettes de brume pliées sur leurs blessures, bouche livide remplie de la terre des cimetières, de sang, de scories. Elle a la peur de sa vie. Les yeux en feu, elle a enlevé sa seule chaussure. Ce sac en bandoulière n'est pas le sien. Ses dents sûres croquent du sable. Elle se laisse guider par une foule ahurie mais calme, rivière grouillante qui remonte une avenue. Ses pieds ne touchent pas le fond. Elle avance dans un silence de catastrophe. Elle est de ceux-là aussi. Ses pas, chaque fois la porte vers l'hécatombe, la même zone ravagée. Elle marche, on croirait inutilement, comme elle écrit, au-devant de nouvelles obsessions, pour se jeter dans les bras des morts, ou rêver avec eux. Elle marche avec les vivants. Qu'est-ce qu'il y avait à la lecture de ces poèmes-là de sonore? Rien. C'est ça qui arrive, c'est que nulle part dans les poèmes, il est indiqué, par exemple, la description physique ou psychologique du personnage. Nulle part, il est indiqué où cette personne-là est,
au moment précis du poème, ni ses actions, ni rien de ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les poèmes et j'ai fait un storyboard. Je les ai storyboardés. Alors, j'ai imaginé un personnage, j'ai donné un backstory. Et ensuite de ça, bon, tu sais, il y avait beaucoup de couches, tu sais, à ça, mais ce que je trouvais intéressant, c'est de storyboarder justement ces histoires-là et d'aller chercher la sonorité là-dedans. Donc, par exemple, quand je donne un backstory à la vieille, quel genre de son il y a chez elle? Ouais. Pour moi, c'est des sons pesants. C'est des sons lourds. Ça fait longtemps qu'elle habite là. Donc, on rajoute des couches sonores. Donc, c'est vraiment des superpositions d'imaginaire. Il y a d'abord l'autrice qui a écrit ces poèmes-là et qui a imaginé ces personnages-là qui sont fictifs. Moi, j'appose mon imaginaire en leur créant un backstory puis un environnement sonore. Et chaque spectateur va y déposer aussi son imaginaire parce qu'il n'y a rien de visuel. Il y a une projection. Qu'est-ce que les sons provoquent dans ton imaginaire? Comment trouves-tu ça de revivre en quelque sorte cette tragédie-là? Parce que je crois que toi, le 11 septembre 2001, tu t'en allais enregistrer un épisode de Catherine à Radio-Canada. Et ça se passe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais retourner revisiter quand même cette zone-là qui est quand même traumatisante pour des gens qui étaient nés en 2001? Bien, en fait, c'est la première fois qu'on avait un attentat en Amérique. Ouais. Donc, pour moi, il y a une fracture. C'est un moment historique. C'est-à-dire, après ça, on a commencé à utiliser le mot terrorisme dans notre vocabulaire, ce qui n'existait pas avant. Donc, ça a été un choc, une prise de conscience. Aussi, en ce moment, ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y a beaucoup de victimes innocentes. Donc, de ces politiques-là. Et je dis, comment on en parle, tu sais? Et des vies abruptement arrêtées aussi. C'est pour ça que dans le décor, je laissais des... Tu sais, j'ai participé beaucoup au décor, aux accessoires, dans ça, à choisir, à laisser des petits mots. Je vais t'attendre. I'll be waiting for you. Comment un mot comme ça ne se rend jamais à destination? Tu sais, ces vies-là qui sont arrêtées, par exemple, tu sais. Ouvrir la porte sur une vie de quelqu'un, l'espace de 15 minutes. Comment des objets aussi qui nous survivent vont révéler quelque chose de très émotif à quelqu'un, vont révéler quelque chose dans sa mémoire, ou vont laisser quelqu'un d'autre complètement indifférent. Tu sais, ces objets-là qu'on accumule, par exemple, ou qui appartiennent à notre grand-mère ou à notre mère, ont une signification, mais trouvés par terre dans des débris, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Donc, ces objets-là qui nous survivent. Donc, tout ça m'intéressait dans l'œuvre à travers ces personnages-là, fictifs, mais très réalistes, en fait. Est-ce que la manière dont on documente et qu'on témoigne de ces horreurs-là de façon médiatique évolue? Si je pense aux années 90, c'est la guerre en direct à CNN. Début des années 2000, on voit ces attentats-là, le deuxième avion qui rentre dans la tour, à la télé, en direct. Est-ce que ça nous désensibilise? Est-ce que notre rapport avec la tragédie change à travers la médiation? Moi, je pense que oui. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire un truc sonore. En fait, c'est la raison principale. Je trouve qu'à un moment donné, les images sont désincarnées, puis sont biaisées, puis on le voit en ce moment avec la propagande. Ouais. Donc, je pense que le son peut réveiller des émotions, des souvenirs aussi forts qu'une odeur, par exemple, quelque chose. Le son va t'amener à un endroit très précis, très précis, et on est capable de reconstruire l'image par le son, le souvenir que ça provoque et tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'il y a des gens de différentes origines, d'âges différents qui vont venir faire l'expérience. Personne ne va avoir la même image, même avec les mêmes objets. Et c'est là que c'est intéressant pour moi, tu sais. Et qu'on sort justement de la surmédiation de ces événements-là, tu sais. Ça devient très intimiste comme expérience, finalement, tu sais. Ben c'est ce qu'on aime de ce médium-là aussi, la proximité que ça crée. Tu parles des gens qui viennent faire l'expérience, qui sont d'horizons diversifiés, mais il y a aussi le casting, les voix que tu as choisies pour livrer les poèmes de Madeleine. Comment as-tu casté ce projet-là? J'ai choisi des gens qui ont connu de près ou de loin l'immigration, mais aussi qui vivent des interprètes de différents milieux. Donc, des auteurs, compositrices, interprètes, Betty Bonifaci, Fab, des Random Recipe, des actrices, Michel Langto, Isabelle Dos Santos, Rabah Oudjaya. Ensuite, auteurs, Dany Laferrière.
Donc, je voulais représenter aussi la diversité aussi dans leur travail, les âges aussi, que ce soit pas une tranche d'âge qui soit représentée non plus. Ça ratisse large. Mais je trouve ça intéressant parce que la diversité au niveau des accents aussi, dans un projet sonore, on l'entend pas souvent. On a tendance à avoir des voix standardisées, c'est-à-dire un peu pareilles, qui parlent bien, qui vont avoir un français normatif, on manque pas aucun mot. Alors là, je me disais non, allons-y, plongeons dans leur personnalité, et ça fait des voix incarnées pour moi, là, tu sais, qui sont plus sensibles. Et c'est pas... c'est très volontaire que j'ai choisi aussi Dany Laferrière pour faire un des poèmes qui parle de l'auteur qui descend de chez lui, de l'immeuble, et qui va marcher jusqu'à Ground Zero et qui décrit ce qu'il voit, parce qu'il pouvait vraiment associer ça au tremblement de terre en Haïti. Ouais. Donc, ces choix-là sont pas anodins non plus. Voilà. Comment tu as trouvé ça, travailler pour le casque d'écoute? Ah, je trouve ça super. Ouais. Ah, vraiment, vraiment. Je trouve ça vraiment super parce que on va chercher des subtilités que t'as pas, même si tu spatialises avec 32 haut-parleurs autour. Là, tu sais, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est le côté intimiste. Ouais. C'est la voix peut se rapprocher, les sons, aussi comme dans la vie, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a un autre dispositif qui est le tracking, où on va chercher la position du spectateur par rapport à l'objet, donc qui va te donner exactement la distance par rapport au son, comme dans la vie. C'est-à-dire, si tu t'approches du son, il va être plus fort. Si tu t'en éloignes, il va être moins fort. Dépendamment où tu te places dans l'espace, tu n'auras pas la même expérience que l'autre personne qui se place, mettons, proche de la fenêtre et qui va attendre plus l'extérieur que toi. C'est une spatialisation interactive. Une spatialisation 3D interactive, dépendamment où tu es dans l'espace. Alors, ça, j'ai juste avec les casques, tu peux vraiment faire cette différence-là. Tu peux pas l'avoir avec des haut-parleurs. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Wow. Puis, t'as aussi, c'est la juxtaposition pour moi de l'expérience intime versus l'expérience collective. Et c'est exactement ce qu'on vit devant une catastrophe. Ce que ça va chercher comme traumatisme intime en vivant un traumatisme collectif. Et puis en ne le vivant pas chez soi non plus, parce qu'il y a des expériences au casque qu'on peut vivre chez soi, mais là, en étant dans un lieu donné, tu contrôles en quelque sorte comme créatrice ou diffuseur le contexte de réception que les gens ont. Ça aussi, c'est une donnée intéressante de se dire, voici l'univers dans lequel vous allez vivre. C'est là qu'on se rapproche pour moi du théâtre, en fait, d'où je viens. C'est-à-dire que toutes mes expériences passées aussi, il y a une espèce de canalisation aussi, dans le sens que pour moi, c'est important qu'il y ait une scénographie. C'est très, très, très important que les spectateurs vivent quelque chose de sensoriel et en plus de l'écoute. Des éboueurs piétinent vigoureux. Les ombres tranchantes du matin en bas de l'immeuble. Les sursauts d'effort des mâchoires du camion, plus efficaces que les bips du réveil. Ces petites gouttes limpides lui tirent du lit où il laisserait volontiers l'ensigner son nouveau tatouage. Broyage et déglutition, redémarrage bruyant jusqu'au soleil frisqué du bout de la rue, bouteilles fracassées, sacs éventrés dans la benne. D'autres boueurs ont tressé plus tôt dans un couloir de nuit la lumière des lampadaires. Il a roulé sur sa blessure ardente, raidi au bord d'un cauchemar. Bijou sous la compresse de gaz qui suinte rose. Ni arrêt de mort, ni adoration. Son tatouage, il l'aurait voulu dans la chute des reins comme les filles. Il a choisi entre torse et biceps, la mi-tendre au-dessus d'un mamelon, pour ne l'exposer qu'en se dénudant. Pas de couteau, ni de mots entrelacés, pas de crâne banal, mais plutôt une tête de rousse, volupté, sous deux os croisés, par dépit.
la blessure d'encre vivace. Il dira demain, un gris-gris porte malheur de poète. Sur sa peau, il s'est vengé d'une femme changeante. Parti sans explication, trop renversant pour s'attarder là. Juste agacé d'être abrégé. En dernier ressort, de vivre une autre histoire que lui. Rageur. N'avait-il pas plongé en elle une fois pour toutes? Il y a cru aux piqûres brûlantes du tatoueur. Autopunition vaniteuse, mise à mort discrète de l'empoisonneuse. Distante dans des fables de son cru et amante de vent contraire. Avant le premier café, désordre ébouriffé, bouche pâteuse. Il ravale son orgueil, portable sur l'oreille. La faire sourire. Prise de court. À la télé, un dart traceur flambe rouge. Éclat embrasé sur une façade. Violente orgie de rouge. Diffusion jaune torride à travers des nuées noires. Les employés saisis entre les murs crevés enlacent de force les passagers en feu. Encaissent les obus. Fusion de corps déchirés. De tornades dans la fournaise aux chairs hurlantes. What the fuck? Oh fuck! Qu'il meure sur le coup, sans souffrir. Mais que dit-il? Une main à la poitrine. Il en trouve les lèvres sur un abîme. Il ne sait plus jurer, la langue en suspens. Qu'a-t-il sous les doigts? Le pansement humide l'étonne. Il a honte du maléfice jeté. Sous sa paume, il ne se sent plus. Sa mémoire repart de rien. Tellement, oui tellement il est amoureux. Tant pis si cette femme brouillonne l'a quitté, au milieu de silences déçus, de réticences plus rudes que des insultes. Il aime qu'elle soit en vie. C'est avec ce texte de Madeleine Monette, intitulé « Tatoué » et interprété par Rabah Aïtou Yahya, qu'on termine cette première de 2 nuits au Centre Phi et à la Fondation Phi. Je vous invite à écouter l'épisode suivant, en compagnie de la reine de l'électropop, Camille Poliquin, alias Croy, l'artiste visuel Manuel Mathieu et le réalisateur Vincent Morisset, avec qui on déambule dans les lieux d'exposition de Phi. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier les équipes qui travaillent à la production de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale, Antonin Viss à la conception sonore, François Larivière au montage et au mixage, Sophie Gemme à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette, à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.